Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ne donnez aucun crédit à mes boucles de cheveux, je me suis vraiment réveillée comme ça. Je me suis fait une toque quand j'avais les cheveux mouillés, puis j'ai décidé de laisser ça comme ça ce matin en me disant que j'avais l'air semi-coiffée. Je suis malade, j'ai le rhume, mais je tiens quand même à vous faire cette vidéo-là parce que si vous l'avez pas remarqué, ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé. Parce que la mi-session universitaire, la vie était remplie et j'avais jamais assez de temps où je le prenais pas pour lire à la place. Et je veux vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment hâte de vous parler de ces deux livres-là aussi. Deuxième notice avant de vraiment rentrer dans le sujet, je veux juste vous partager une campagne de financement qui me tient vraiment à cœur, qui est partie de YouTube ou des réseaux sociaux, plutôt des gens des réseaux sociaux. Alors c'est un mouvement qui a été parti il y a genre 5 jours par Jérôme Jarre, qui faisait beaucoup de Vines. Il a parti un mouvement parce que il a vu qu'en Somalie, il y avait eu une grande sécheresse il y a vraiment pas longtemps, et cette grande sécheresse va créer une énorme famine. Il y a des milliers de personnes qui vont mourir si on ne leur vient pas en aide, et lui il a décidé qu'il voulait apporter son grain de sel, justement. Il a apporté un gros grain de sel. D'ailleurs, la famine ne va pas toucher uniquement la Somalie, mais aussi le Nigeria et 2 autres pays, mais je ne vais pas dire n'importe quel pays, donc je vais les écrire en bas. Il a réussi à contacter les Turkish Airlines, qui est la seule compagnie aérienne qui se rend en Somalie, pour prendre un avion, un gros cargo, et le remplir de bouffe et d'eau. Moi, j'ai déjà fait ma donation. J'ai pas un énorme budget, là. J'ai donné 10 $, mais j'ai donné quelque chose parce que c'est horrible. On peut, si on a les moyens et qu'on peut les aider, pourquoi pas le faire? Je veux dire, il y a des milliers de gens qui vont mourir de la famine si le monde ne leur vient pas en aide. Allez voir, je vais tout vous mettre les liens en bas de la vidéo. Jérôme Jarre n'est pas seul. Il y a aussi Ben Stiller, l'acteur, qui est entré avec lui. Lui, il va l'aider avec sa propre fondation Stiller. Il y a Casey Neistat, qui est un YouTuber que je regarde énormément, qui est new-yorkais. Et il y a 2 autres gars aussi qui sont entrés dans ce mouvement-là pour financer et tout. Donc, grosse parenthèse fermée. Maintenant, je vais vous parler de 2 livres que j'ai terminé de lire récemment, c'est-à-dire dans les dernières 3 semaines. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est les comparer. Donc, je vais vous dire mon avis, mais en faisant une comparaison parce que j'ai trouvé beaucoup de liens entre ces 2 lectures-là. Alors, la première, c'est Nikolski de Nicolas Dekner, qui est sorti en 2007, en fait. Je l'ai lu en lecture commune avec Maxine. Sur Instagram, c'est livres que j'aime. Donc, vous aurez la voir si ça vous chante. Elle fait des très belles images. Ses lectures sont tout le temps intéressantes et on l'a lu ensemble, voilà. Et ça a gagné le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des Corrigiens et le prix Anne Hébert. Donc, des gros prix au Québec, des bons prix. Alors voilà, très apprécié du public. Et le deuxième que je viens de finir, c'est les éditions XYZ qui me l'ont envoyé. Donc, merci beaucoup. C'est Le Musée des espèces disparues de Nina Berkout, ou Berkou. Et puis, c'est sorti le 2 mars, là. Donc, il y a 1 semaine et demie. Alors, si ça vous tente à la fin de la vidéo, que vous êtes convaincu que vous voulez le lire, vous irez vous le procurer parce qu'il est sorti. C'est une Canadienne qui a écrit ce bouquin. Elle est encore poétesse. Donc, elle a écrit 5 recueils de poésie avant. Donc, Canadien, Québécois, excellent. On a une thématique très canadienne aujourd'hui. Et puis, voilà, donc, beaucoup de points communs, je trouve. Il y a évidemment des différences. Mais donc, je voulais vous en parler. Fait que là, j'ai tout écrit comme... J'écris pas souvent mes vidéos, mais là, ces temps-ci, j'ai l'impression d'écrire beaucoup parce que je voulais vraiment avoir une réflexion un peu concise et structurée, un peu plus analytique pour vous en parler. Fait que d'abord, je vais vous faire le résumé de chacun des romans. Alors ici, c'est l'histoire. En fait, c'est 3 histoires qui vont tout le temps s'entrecouper, s'entrelier. Les personnages vont se croiser. D'abord, c'est l'histoire d'un narrateur au jeu dont on lit pas beaucoup le parcours de vie, en fait, c'est celui dont on entend parler le moins. Donc ce jeu-là, il n'y a pas de nom, on sait que sa mère vient de mourir et qu'il trouve une mystérieuse boussole. Il fouille dans les journaux de sa mère, puis il se rend compte qu'elle était vraiment assez nomade avant la naissance de son fils. La deuxième histoire, c'est celle d'un jeune homme qui vit de manière nomade avec sa mère encore, dans une roulotte, quoi, un gros char. Et il traverse le Canada comme ça, fait que lui, il est tout le temps sur les routes, il reste jamais longtemps dans une même école, et il va finir par arriver à Montréal pour étudier, quoi, puis il va s'inscrire à une maîtrise, et là, ça me touchait beaucoup, s'inscrire à une maîtrise pour étudier comme un peu l'archéologie, les Amérindiens beaucoup, fait qu'on va en apprendre beaucoup sur le peuple amérindien au Canada, plein d'autres éléments que moi je connaissais pas, donc pour moi c'était très enrichissant de le lire.
Et la troisième histoire, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Joyce. Et elle vient du nord du Québec. Elle a un grand-père assez mythique. Et puis, elle est fascinée par les pirates. Et elle veut vivre l'aventure. Donc, elle décide d'arriver à Montréal, de déménager à Montréal et de partir à la recherche d'une de ses ancêtres qui aurait été une pirate. Mais c'est ça, en cherchant à Montréal, en cherchant sur l'ordinateur. Mais comme elle n'a pas d'argent pour s'acheter un ordinateur, elle va faire toutes les poubelles en dump diving du centre-ville pour trouver des ordi, puis elle va commencer à collectionner tout ça. Voilà pour le résumé, j'espère que c'était un peu clair. Pour l'histoire du musée des espèces disparues, c'est celle d'Edith et de sa sœur Vivienne. En fait, l'histoire nous est racontée que du point de vue d'Edith au jeu, mais elle va beaucoup s'attarder à décrire la vie de sa famille autour d'elle. Donc, elle grandit avec sa mère et son père en Ontario. Et puis, voilà, c'est l'histoire de sa sœur Vivienne sur laquelle elle s'obsède, quoi. Elle admire tellement sa grande sœur. Sa mère est assez spéciale parce qu'elle va forcer Vivienne à faire des concours de beauté, alors que son père, à Edith, va forcer Edith à lire beaucoup, à collectionner des objets avec lui, à aller faire les poubelles avec lui pour construire des objets un peu hétéroclites, à partir de ces poubelles-là. Et on est beaucoup dans le monde du musée aussi, parce qu'Edith va finir par aller travailler dans un musée. Et on est beaucoup en contact avec ces objets hétéroclites et ces personnages et ces objets disparaissants. Vivienne va grandir, puis ça va tourner un peu mal. Je sais pas si je pourrais vous les mettre dans le fond. Si vous les voyez pas, j'en suis navrée. J'espère que vous allez les voir un petit peu. Donc, premier point, ce qui unit ces deux romans-là, c'est une écriture qui se veut faire état de quelque chose. Donc, dans ce sens-là, c'est assez descriptif. Encyclopédique, les espèces disparues, c'est muséal, dans ce sens où on va consigner des choses, donc à l'image du travail d'Edith, qui travaille dans un musée aux archives et qui va passer ses journées à transcrire les objets qu'elle a dans son bac et qu'il faut qu'elle rentre dans les bases de données. On retrouve pas juste ça dans les objets du roman, on retrouve ça aussi chez les personnages du roman, dans l'entourage d'Edith et chez Edith elle-même. Ensuite, ces deux romans-là donnent une voix aux minorités. Les Amérindiens, malheureusement, on leur donne pas beaucoup de place. Au Canada, même si on a tous ces beaux artistes, j'en entends pas parler tous les jours, avec le parcours de vie du deuxième personnage qui va faire sa maîtrise là-dessus, ben là, on va vraiment avoir des détails historiques qui sont vraiment enrichissants et que moi, j'aurais pas su sinon. La vie nomade, c'est aussi une certaine minorité. Dans les espèces disparues, on donne une grande voix aux minorités dans le sens où ces manières de grandir qui sont assez étranges parce que les parents d'Edith et de Vivienne sont vraiment particuliers. Puis Edith va être hantée par cette illusion qu'elle a, qu'elle veut atteindre mais qui est assez inatteignable. Et pour parler de ces minorités-là, autre point, on va fonctionner beaucoup avec les symboles. Mais les symboles vont être utilisés un peu différemment, à un certain degré qui est différent entre les deux romans. Dans Nikolsky, le symbole prend beaucoup de place. Le symbole prend plus de place que de rendre le personnage vraisemblable. Moi, je le trouve vraisemblable pareil, là, mais c'est-à-dire qu'on va pas décrire beaucoup les émotions de long et en large et la vie courante des personnages dans Nikolsky. On va pas savoir qu'est-ce qu'il a mangé à dîner hier ou aujourd'hui ou quoi. On reste vraiment sur le personnage représente une idée plus que un être complexe et tout ça. Fait que ça véhicule un symbole. Chaque personnages, les objets aussi qui sont présents, et ça je trouve que c'est caractéristique du roman, bien sûr, c'est ça qui est bien pour moi, c'est que chaque élément dans un roman a une signification, a un symbole, et là justement il y a beaucoup de ce travail-là. Dans Nikolsky, la page couverture, il y a beaucoup de poissons dessus, on parle énormément de poissons, parce que par exemple Joyce, dans son village du nord du Québec, ils vont beaucoup à la pêche, et les poissons semblent fasciner tous les personnages. Dans les espèces disparues, les symboles, ça va être des symboles qui vont servir à développer ce thème de l'illusion d'une quête inatteignable. Il y a ça dans les deux romans, mais comme Edith, elle a vraiment ce but qu'elle veut atteindre, mais ça marchera pas. C'est des illusions, c'est des rêves, c'est des gens qu'on veut, des gens ou des objets qu'on veut ressusciter ou dont on veut prouver l'existence, mais ça marchera pas tout le temps. Comme la licorne, c'est un symbole du rêve d'enfant, de quelque chose de magique qui pourrait exister, que certains scientifiques, dans le passé, là, il y a longtemps, ont tenté de prouver l'existence, mais après ça, on s'est moqué d'eux parce qu'on s'est rendu compte que c'était faux. Je vous avais dit que Nikolsky
Les personnages véhiculaient plus une idée qu'on voyait toute leur complexité intérieure. Aussi, avec le roman, on voit pas leur parcours complet de toute une vie. C'est juste des petites bribes, c'est très fragmentaire. Il y a beaucoup d'ellipses aussi. Fait qu'on n'a pas un portrait global. Des fois, on est un peu écarté de la chose. Alors que dans l'espèce disparue, les personnages, on va vraiment, du point de vue d'Edith, là, analyser, comprendre tous les personnages secondaires qu'il y a autour d'elle. On va suivre leur parcours de manière très intense jusqu'à 22 ans. Vous allez me dire, 22 ans, c'est pas vieux. C'est qu'on le voit très intensément, on voit toute leur enfance. Il y a beaucoup plus de détails pour rendre les personnages complets, complexes dans les espèces disparues, je trouve, tout en gardant cette présence du symbole. Alors ça, je trouve que c'est un sentiment qui était plus présent chez Nikolsky que dans les espèces disparues. Je me sentais extérieure à ce qui se passait, comme si je pouvais pas entrer dans la gang. À cause des ellipses, de la fragmentation, du fait que on suive 3 histoires séparées qui, au final, n'aboutissent pas et qui nous manquent tellement d'informations qu'on doit deviner ou qu'on ne saura juste pas, je me sentais vraiment écartée. Je pouvais pas m'attacher autant que je voulais au personnage. Je pense que c'est clairement un but du roman de ne pas nous donner toutes les informations. Vraiment, le mystère reste avec Nikolsky. Ça m'a chicoté, j'avoue. Et frustrée à la fin parce qu'on n'a pas de réponse. Les histoires finissent en queue de poisson. Alors, si vous aimez ça, un roman très peu conventionnel dans qu'est-ce qui structure un roman traditionnellement, ça sera le roman pour vous. Maintenant, dans les espèces disparues, je me sentais témoin parce que Edith est elle-même un témoin. Edith était dans ses obsessions et ses quêtes impossibles. Elle passe le roman à décrire la vie des autres. Bien sûr, elle décrit la sienne. Mais quand elle parle de la sienne, elle est assez... ça fait un peu l'étranger de Camus. Elle semble rester distante. Elle va décrire ce qu'elle ressent, mais peut-être avec le style de phrases courtes, j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus médicale. Mais voilà, fait que c'est elle la voix qui consigne la vie et la disparition de tout son entourage. Voilà, c'est intéressant de voir comment ça se rend là. Je sentais que je comprenais plus les personnages secondaires ou que je m'attachais plus aux personnages secondaires qu'à Edith même. Et je pense que ce qui m'a repoussée, ce qui m'a empêché de m'attacher autant à Edith aussi, c'est le fait que son idéal, ça soit cette quête amoureuse, mais qui devient rapidement malsaine. Liam, le gars sur lequel elle tripe, c'est juste ça son but dans la vie. Si elle a le gars, ça marche. Ça m'a un peu chicoté beaucoup. Et en fait, tous les autres personnages vont lui dire, mais elle va commencer à faire des changements puis à le réaliser très tard dans le roman. Très tard. J'ai eu beaucoup de colère. Je voulais vraiment qu'elle se déniaise. Finalement, dernier point, pour vous parler de la fin des espèces disparues comparée à celle en queue de poisson de Nikolsky. Il y a vraiment une fin fermée, ronde, complète, avec les espèces disparues qu'il n'y a pas du tout dans Nikolsky. Et puis, toutefois, cette fin n'est pas une fin n'est pas une fin de révélation, révélatrice, qui montre une progression. C'est juste plus paisible. En fait, c'est que Edith, bon, elle voyage pas beaucoup, puis un de ses rêves, c'est d'aller voyager. Donc, la fin, c'est qu'on la voit voyager. C'est pas un punch, la fin du tout, justement. En allant dans ces montagnes où elle était quand elle était petite, avec sa famille, elle ne fait que se remémorer sa famille. Donc, ça ne change pas. Elle reste encore un ancre de mémoire. C'est comme une suite de son service aux disparus. Je vais poursuivre mon hommage à ceux que j'aimais puis à tous ceux qui ont disparu autour de moi. Et donc, en bref, je trouve que les espèces disparues, comme on est dans l'univers aussi du musée, je trouve que c'est un tableau. C'est immuable, ça décrit. Ce que j'avais dit aussi, c'est que c'est pas un roman pour motiver ou pour démotiver ou pour rendre désespéré. Au contraire, ça me semble être un roman qui parle du pouvoir de l'imaginaire, que ce pouvoir-là, que les effets de ce pouvoir soient bien ou néfastes, ou les deux en même temps. Ça parle du pouvoir de l'imaginaire. Voilà, je pense avoir tout dit. Ces deux romans-là sont super intéressants et captivants pour des raisons similaires et différentes à la fois. Comme vous avez vu, c'est des romans qui m'ont fait beaucoup réagir. Il y a des trucs que j'ai vraiment appréciés, d'autres que j'ai détestés à mort. Mais c'est vraiment un mélange de ces deux émotions-là et d'autres aussi. C'est un peu plus complexe que juste deux émotions. Mais vraiment, ils m'ont fait réagir, ces romans-là. Alors pour ça, c'est super bon, c'est super bien écrit, les deux. Je veux dire, le style, c'est clair, c'est fluide. Puis c'est beau aussi. Pour les espèces disparues, l'auteur, elle est poétesse, alors
on le voit dans son écriture. Je vais me taire parce que ça fait vraiment longtemps que je parle. J'espère que ça va vous avoir intrigué un tant soit peu et que vous voudrez aller jeter un coup d'œil à ces deux livres-là. Je vous rappelle que Nina Berkut, c'est sorti le 2 mars, donc vous pourrez vous le procurer. Merci encore aux éditions XYZ, c'était toute une aventure ce truc. Et Nikolski, sorti il y a longtemps, fait que vous allez le trouver partout si vous habitez au Québec, puis sinon vous pouvez le commander sans problème, j'en suis certaine. Fait que d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Si vous êtes malade comme moi, prenez soin de vous, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, parce que là, c'est la fin de session qui arrive. Fait que, bye!